À Tampa, en Floride, le dimanche 13 mai 1984, c'est la fête des mères. Il fait un temps magnifique. Après avoir passé un peu de temps avec leur mère, deux garçons décident de faire voler des parachutes qu'ils ont fabriqués avec des sacs à ordures. Leur attention est bientôt éveillée par une odeur nauséabonde. Ils ignorent qu'ils s'apprêtent à faire une découverte qu'ils n'oublieront jamais. Les garçons découvrent le corps dénudé d'une femme gisant dans les herbes hautes au bord du chemin. Le médecin légiste détermine qu'elle se trouve là depuis environ 3 jours. On lui a attaché les poignets dans le dos. Une longue corde est enroulée autour de son cou, comme s'il s'agissait d'une laisse. Son corps est couvert de blessures, d'égratignures et d'insectes. Mais c'est la position de la victime qui est la plus révélatrice. Il ne s'agit pas d'un homicide comme les autres. Le lieutenant Gary Terry venait tout juste d'être nommé chef du service des homicides à la police de Hillsborough County lorsqu'il reçut l'appel téléphonique. Ce qui était unique dans ce cas était la façon dont on lui avait écarté les jambes. Il y avait un écart d'1,5 mètre. Je n'avais jamais vu ça auparavant et je ne l'oublierai jamais. La position du corps était si grotesque qu'il semblait évident qu'il avait été placé ainsi intentionnellement. Le tueur avait-il voulu offenser la personne qui le découvrirait? Les experts judiciaires photographièrent le corps et mesurèrent la distance qui le séparait de la route. Ils recueillirent soigneusement les quelques indices qui restaient. Un morceau de tissu dans lequel on avait fait un nœud. Le détective Pops Baker du service de police de Hillsborough County remarqua également des traces de pneus. Le soir même, il en fit faire des moulages. Les traces de pneus permettent aux experts d'en déterminer la largeur et la marque. À partir de ces données, ils peuvent ensuite évaluer la taille et le type de véhicule du meurtrier et éventuellement les relier avec la scène du crime. Le corps de la victime fut envoyé au bureau du médecin légiste. Les policiers avaient laissé les cordes afin que le médecin puisse les photographier et noter les moindres détails. La jeune femme avait été violée puis étranglée. La brutalité avec laquelle on avait commis ce crime rendait la résolution de l'enquête urgente. Craignant qu'il ne s'agisse pas d'un cas isolé, le lieutenant Terry téléphona immédiatement au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. Le laboratoire du FBI est un des plus importants au monde. On y retrouve des experts de toutes les spécialités, balistique, analyse de micro-indices, véhicules et même des experts en nœuds. Un analyste examina la façon dont on avait attaché les poignets et le cou de la victime. Les policiers avaient laissé les nœuds intacts, en espérant qu'ils permettraient de trouver une piste sur l'identité du meurtrier. Mais ceux-ci se révélèrent ordinaires, des nœuds comme n'importe qui peut en faire. De son côté, un expert en micro-indices analysa le morceau de tissu découvert près du corps. Il en préleva des particules et les plaça sur une feuille de papier. Le tueur avait-il laissé des traces particulières? L'analyste examina les fibres à l'aide d'une loupe, mais la température et certains contaminants avaient sans doute détruit la majorité des indices. De fait,
Après 4 heures, 80% des indices ont disparu. Ce chiffre s'élève à 96% après seulement 48 heures. 3 jours plus tard, les chances de trouver quoi que ce soit sont pratiquement nulles. L'expert fut donc surpris de découvrir une minuscule fibre de nylon rouge à 3 lobes recouverte d'un enduit lustré. À en juger par sa taille et sa forme, il s'agissait d'une fibre de moquette, peut-être même de la voiture du meurtrier. Le fait qu'elle se trouvait encore là tenait presque du miracle. L'analyste recommanda à la police de Hillsborough de ne pas divulguer cette information aux médias. S'il s'agissait réellement d'un tueur en série, il fallait éviter qu'il modifie sa façon de fonctionner ou qu'il change d'automobile. Les analyses des experts en pneus du laboratoire du FBI furent également révélatrices. Grâce au moulage, ils découvrirent que les pneus étaient de 2 marques différentes. Ils étaient très usés et avaient été installés à l'envers, c'est-à-dire les flancs noirs du côté extérieur. Une telle information pourrait devenir très importante plus tard. Le lendemain de la découverte du cadavre, les policiers de Tampa avaient identifié la victime à partir de ses empreintes digitales. Elle s'appelait Lana Long. Elle avait 20 ans et était d'origine laotienne. Dans le quartier chaud de Tampa, elle était populaire pour ses numéros de danse érotique. Son petit ami avait appelé la police lorsqu'il avait aperçu sa photo dans le journal. Puis 2 semaines plus tard, le calme du week-end de Memorial Day fut brutalement interrompu. Le détective Pops Baker et le lieutenant Gary Terry furent dépêchés sur une nouvelle scène de crime qui ressemblait étrangement à la première, à la campagne, dans un endroit isolé, près de l'autoroute. Tout comme Lana Long, la victime était une jeune femme nue au début de la vingtaine. On lui avait également ligoté les mains et noué une corde autour du cou, comme s'il s'agissait d'une laisse. Cette fois-ci, cependant, le nœud était différent du premier. Il s'agissait d'un nœud coulant. Je me disais, mon Dieu, faites que cette victime ne soit pas ligotée. En 1984, il nous arrivait très rarement de trouver des victimes d'homicide ligotées. C'est la première chose que j'ai demandé à l'agent qui surveillait la scène. Il m'a répondu, oui monsieur, elle l'est. Ainsi donc, nous nous retrouvions avec 2 victimes ligotées en seulement 2 semaines, alors que nous n'en avions jamais vu auparavant. Cette femme n'était pas morte depuis longtemps. Comme le crime était plus récent que l'autre, il y aurait peut-être davantage d'indices. Les détectives découvrirent un t-shirt vert olive et des mèches de cheveux qui ne semblaient pas provenir de la victime. Dans un buisson, à quelques mètres, il y avait des bas nylon blancs et un ensemble pantalon également blanc, couvert de sang. À en juger par la gravité des blessures, la victime s'était défendue. La lutte avait été féroce. Elle avait été violée, étranglée et battue. Le tueur lui avait ensuite tranché la gorge, presque d'une oreille à l'autre. Le médecin légiste identifia 3 différentes causes de mort: asphyxie, blessure à la tête et lacération à la gorge. Tout comme la première fois, Baker remarqua des traces de pneus. Il en fit faire des moulages en vue de procéder à une analyse pour les comparer aux traces laissées sur la première scène. Un détective fut à nouveau chargé d'apporter les indices au laboratoire judiciaire du FBI à Washington. L'expert identifia les mêmes fibres de tapis rouge que la première fois. Cette fois-ci, cependant, certaines d'entre elles n'avaient pas d'enduit lustré. Les micro-indices sont un peu comme des témoins invisibles. Ces fibres identiques laissaient clairement entendre que les 2 affaires étaient reliées. Les objets recueillis sur la scène allaient également fournir d'autres indices. Le t-shirt vert était de grande taille,
Le meurtrier était donc vraisemblablement d'une bonne carrure. Les cheveux recueillis sur la scène étaient châtains et provenaient d'un homme de race blanche. Avec ces informations, on allait au moins pouvoir dresser une esquisse préliminaire du tueur et faire circuler l'information dans les divers services de police. Sandy Weisimer, l'experte en pneus du FBI, était elle aussi formelle. La même voiture s'était trouvée sur les 2 scènes de crime. L'avantage de disposer d'un moulage plutôt que d'une photo, c'est qu'on peut littéralement le prendre, l'éclairer sous différents angles. S'il y a des fentes ou que des cailloux sont coincés dans les rainures du pneu, nous le verrons. Elle connaissait maintenant la position exacte de chacun des pneus sur la voiture et savait qu'il s'agissait d'une auto de catégorie moyenne. Mais l'indice le plus important était encore à venir. 2 des pneus étaient des Goodyear Viva, mais le 3e ne se trouvait pas sur la liste de référence de Weisimer. Ils ne sont pas parvenus à identifier l'empreinte d'un des pneus. Ils nous ont alors fourni le nom d'un autre expert qui travaillait pour un manufacturier à Akron, dans l'Ohio. Nous y avons envoyé le caporal Baker, qui apportait avec lui les moulages. Ils sont parvenus à identifier l'empreinte. Il s'agissait d'un pneu Vogue. En 1984, c'était un pneu usiné spécialement pour les Cadillacs. Nous n'en avions jamais vu auparavant. On avisa l'escouade des patrouilleurs de rechercher la voiture équipée de ce pneu dont les flancs noirs avaient été installés vers l'extérieur. C'était presque une empreinte digitale. L'analyse de la blessure révéla que le couteau avait une lame de 7 cm. Les 2 victimes avaient été ligotées et les 2 scènes de crime présentaient des similitudes. Cela signifiait que nous avions affaire à un tueur en série. Le lieutenant Terry nota l'emplacement des victimes sur une carte géographique en espérant que cela lui permettrait de trouver des corrélations entre les 2 cas. Grâce à un portrait composite publié dans les journaux, la seconde victime fut identifiée. Il s'agissait de Michelle Sims, une jeune femme de 22 ans qui avait déjà été accusée de prostitution. On avait signalé sa disparition la veille. Un des détectives de Hillsborough County qui participait à l'enquête était Randy Latimer. À ce moment-là, nous avons compris qu'il s'agissait d'un tueur en série et qu'il s'en prenait aux prostituées. Nous nous sommes donc rendus dans les secteurs chauds de la ville, nous avons parlé avec les filles, nous les avons mises au courant de la situation et nous leur avons laissé nos cartes pour qu'elles puissent nous rejoindre si elles remarquaient quelque chose d'inhabituel. Puis, le 24 juin, un autre dimanche, Terry, Baker et Latimer furent dépêchés sur la scène d'un 3e meurtre. Un ouvrier avait découvert un cadavre dans une orangerie. Il s'agissait d'une femme, mais cette fois-ci, certains détails de la scène étaient différents. La victime était habillée et n'avait pas été ligotée. Il était possible que ce meurtre n'ait aucun lien avec les 2 autres, mais les détectives voulaient s'en assurer avant d'éliminer cette possibilité. Les vêtements de la victime furent envoyés au laboratoire du FBI. L'expert qui avait préalablement analysé les fibres n'était pas disponible. Le cas fut donc confié à un autre analyste, sans qu'on l'avise de l'urgence de la situation, ni qu'on lui signale qu'il y avait peut-être un lien entre ce cas et les 2 autres. Le corps était dans un tel état de décomposition qu'il ne pesait même pas 15 kilos. Il ne fut pas facile de découvrir l'identité de la victime. Il n'y avait guère de similitude entre cette victime et les 2 premières. Elizabeth Ludenbach, 22 ans de Tampa, était une jeune femme timide qui travaillait dans une manufacture et demeurait encore chez ses parents. Elle n'avait pas d'antécédents judiciaires et ne faisait pas de prostitution. Elle avait cependant l'habitude de fréquenter les bars de la rue principale de Tampa. Ce n'est qu'à la mi-septembre, soit 3 mois après la découverte du corps d'Elizabeth dans l'orangerie, que les analyses furent complétées. Il y avait bien un lien entre les 3 victimes. On avait à nouveau découvert les mêmes fibres de tapis rouge.
Les 3 meurtres avaient donc quelque chose en commun. Terry nota l'emplacement du 3e meurtre sur sa carte géographique. Tous les détectives du service des homicides travaillaient sur cette enquête. Ils détournèrent bientôt leur attention des anciens petits amis des victimes pour tenter de trouver un nouveau suspect. Tout le service des homicides y travaillait. Nous nous concentrions sur ces meurtres. Nous suivions les pistes, recevions des appels téléphoniques. Nous enquêtions sur le passé des victimes, mais nous ne trouvions rien. Il n'y avait malheureusement qu'une chose à faire, attendre. Et c'est alors qu'une 4e victime a été découverte. Le 7 octobre, le calme d'un autre dimanche fut à nouveau brisé. Un travailleur découvrit un cadavre près de l'entrée d'un ranch dans le nord de Hillsborough County. Cette fois-ci, c'est Steve Cribb qui fut nommé responsable de l'analyse de la scène. En compagnie de Terry et de Baker, il n'eut pas à chercher très longtemps pour découvrir un indice plutôt sinistre. Le soutien-gorge de la victime qui était accroché sur la barrière à l'entrée du ranch. Le corps nu d'une jeune femme noire gisait à côté, ses vêtements éparpillés autour d'elle. À première vue, elle ne semblait pas avoir été la victime du même meurtrier. Elle avait bien été violée, mais contrairement aux 3 autres, elle avait été tuée d'une balle plutôt qu'étranglée et n'avait pas été ligotée. De plus, elle était noire. Il est rare qu'un tueur en série s'en prenne à une victime d'une autre race que lui. Pendant que les agents analysaient la scène du crime, les détectives identifièrent la victime à partir de ses empreintes digitales. Chanel Devon Williams, 18 ans, venait tout juste d'être libérée de prison pour prostitution lorsqu'elle avait disparu. La dernière fois qu'on l'avait vue, elle tentait d'attirer des clients sur Nebraska Avenue avec une de ses amies prostituées quelques jours plus tôt. Elle était morte depuis 6 jours. L'analyse des fibres et des cheveux révéla qu'il s'agissait encore d'un meurtre du tueur en série. Il y avait des fibres rouges sur les vêtements de Chanel. De plus, on avait trouvé un poil pubien châtain. En s'attaquant à des femmes d'une autre race et en utilisant une nouvelle arme, le tueur avait sans doute cherché à brouiller les pistes. Son comportement était différent de celui des tueurs en série habituels. Cela signifiait qu'il serait doublement difficile à arrêter. L'emplacement de cette nouvelle scène fut ajouté sur la carte géographique. Le meurtre avait été commis à la limite de Hillsborough County et de Pasco. Ce 4e meurtre ne faisait qu'ajouter à l'urgence de l'enquête. Les détectives en faisaient presque une obsession. On ne travaille pas vraiment sur de telles enquêtes. Elles envahissent notre vie entière. Elles deviennent comme l'air qu'on respire. On rentre chez soi le soir, on en rêve. On y pense en mangeant, en dormant. Je rentrais chez moi le soir et je regardais le téléphone en m'attendant à ce qu'il sonne. Les dimanches, les meurtres avaient tous été commis le dimanche, je ne planifiais rien, je restais à la maison. Le dimanche suivant la découverte du corps de Chanel, Terry, Baker et Cribb furent à nouveau dépêchés sur une autre scène de crime. Cette fois-ci, c'était près du lac Tonotosasa, au nord-est de Tampa. Un couple d'archéologues amateurs avait fait la macabre découverte. Sur le bord du chemin gisait le corps d'une femme enveloppée d'un couvre-lit or attaché au moyen d'un survêtement bleu. Les détectives découvrirent par la suite que ses jambes et ses chevilles avaient été attachées à l'aide de cordes blanches. Ses mains étaient retenues ensemble par un foulard rouge. La victime avait été ligotée, violée, étranglée, puis on lui avait asséné un coup au front. On avait traîné son corps dans la boue. Le tueur semblait être revenu à son ancienne méthode. On identifia rapidement la victime grâce à ses empreintes digitales. Elle s'appelait Karen Dinsfriend et était âgée de 28 ans. Cette femme qui provenait d'une famille aisée était devenue une prostituée ravagée par la drogue. On l'avait vue pour la dernière fois le matin même où elle avait été tuée. Encore une fois, aucun doute n'était possible. Il s'agissait du tueur en série. Steve Cribb avait remarqué des fibres rouges identiques aux autres sur le corps de la victime. Avec le temps, son sens de l'observation s'était aiguisé.
Quand on sait ce qu'on cherche, les indices deviennent presque phosphorescents à nos yeux. Une personne normale ne pensera pas à cela et ne les remarquera pas. Même les détectives qui n'étaient pas familiers avec cette enquête ne les auraient pas remarqués, mais pour nous, ils étaient devenus extrêmement importants. C'était la première chose que nous tentions de retrouver, ces fameuses fibres de tapis. Au laboratoire du FBI, les experts comparèrent ces nouvelles fibres à celles qui avaient été recueillies lors des meurtres précédents. Elles étaient toutes identiques. Un seul et même individu avait donc commis les 5 meurtres. Malheureusement, il n'y avait pas encore de nom ni de visage, et il n'y avait aucun suspect. C'est très frustrant quand on sait que quelqu'un risque de mourir parce que nous n'avons pas encore arrêté de coupable. On a suffisamment d'informations pour savoir que le même individu a commis tous ces crimes, mais pas assez pour l'identifier dans une foule. Lorsqu'on est aux prises avec une série de meurtres, nous savons que si nous ne l'arrêtons pas, si nous ne le trouvons pas aujourd'hui, il va tuer quelqu'un d'autre demain. Et c'est ce qu'il a fait. 2 semaines plus tard, le soir de l'Halloween, une autre victime fut découverte. Un entrepreneur occupé à creuser un fossé découvrit les restes momifiés d'une femme. Terry, Baker, Latimer et Cribb arrivèrent immédiatement sur les lieux. Selon le médecin légiste, la mort remontait à environ 1 mois. Le corps était dans un état de décomposition avancé. Pour le faire identifier, il faudrait procéder à des analyses plus poussées. Pour prélever les empreintes digitales de la victime, les experts devaient d'abord assouplir la peau de ses doigts. Si la victime était difficile à identifier, le tueur, lui, avait laissé sa carte de visite. Le corps était entièrement momifié. La tête avait été arrachée par un animal. Il n'y avait pas de corde, pas de vêtements. Mais en regardant le corps, on a su immédiatement qu'on avait affaire au même individu. C'était comme une intuition après avoir vu tant de victimes. Et on ne s'était pas trompé. À 7h30 le matin du dimanche 4 novembre, un homme appela la police de Tampa pour signaler que sa fille avait été kidnappée et violée. Lisa McVeigh, 17 ans, avait terminé son quart de travail et retournait à la maison à vélo quand cela s'était produit. Un homme l'avait renversée de sa bicyclette, l'avait forcée à prendre place dans sa voiture et avait démarré. Il l'avait ensuite conduite chez lui où il l'avait ligotée et bâillonnée. La jeune femme avait déjà été victime de viol, elle ne perdit pas la tête. Elle savait que si elle résistait, elle attiserait son agressivité. Elle fit donc tout ce qu'il lui demandait. Elle tentait de mémoriser le plus de détails possible sur les lieux. À l'occasion, elle pouvait voir à travers le bandeau qui lui couvrait les yeux. Mais lorsque l'homme le lui retira, elle fut certaine qu'il la tuerait. Elle avait vu son visage. Il la conduisit dans sa chambre à coucher et la viola à maintes reprises pendant 24 heures. Parfois, il s'endormait, mais la jeune femme savait qu'il était armé et qu'il la tuerait si elle tentait de fuir. Après les 24 heures, l'agresseur ordonna à la jeune femme de prendre une douche. Il lui donna des vêtements et lui prépara un sandwich. À sa grande surprise, il lui dit qu'il allait la reconduire chez elle.
Vers 3 heures du matin, ils montèrent en voiture et prirent la route. Il s'arrêta à un guichet automatique et retira de l'argent pour faire le plein d'essence. Lisa parvenait à voir sous son bandeau. Elle mémorisa le plus de détails possible. Un restaurant Howard Johnson, des panneaux routiers, le mot Magnum sur le tableau de bord de la voiture du violeur. Il lui rendit finalement la liberté près de chez elle. Après que son père eut signalé l'enlèvement de Lisa, les policiers interrogèrent la jeune femme. Ils furent stupéfaits de tout ce dont elle se souvenait et de sa détermination à arrêter son agresseur. Lisa avait eu la vie sauve, mais il y avait plusieurs ressemblances entre son cas et les meurtres de Hillsborough. L'enlèvement, le viol, la description de l'agresseur, de même que la couleur de la moquette de sa voiture. Le chandail de Lisa fut immédiatement envoyé au laboratoire du FBI pour y subir des analyses. Nous étions littéralement en train d'inonder le laboratoire du FBI d'échantillons de fibres à comparer provenant de cas de viol, d'agression ou tout ce qui aurait pu être relié à un crime sexuel. Une semaine après la découverte du dernier cadavre, les détectives de Pasco County furent dépêchés sur la scène d'un autre meurtre. Le 6 novembre 1984, le corps d'une femme fut découvert sur la route même où l'on avait découvert Chanel Williams, la 4e victime. Seulement cette fois-ci, le meurtrier avait franchi la limite entre les deux comtés. Les détectives de Pasco entrèrent en contact avec ceux de Hillsborough et leur demandèrent de les rejoindre près d'un parc de caravanes motorisées. Le meurtrier avait commis son crime dans le comté de Pasco, mais il n'avait pas modifié sa façon de faire. Les cordes et les fibres étaient les mêmes. Il ne restait que quelques ossements, mais on pouvait voir les cordes autour du cou et du bras de la victime. Près des restes de la victime se trouvait une blouse déchirée, un slip et des bijoux. Certains de ces ossements avaient été dispersés sur plus d'un arpent, sans doute par des animaux. Le médecin légiste détermina que la victime était une jeune femme de race blanche. On procéda ensuite à son identification. Elle s'appelait Virginia Johnson et avait 18 ans. Virginia partageait son temps entre le Connecticut et la Floride où elle se prostituait. 3 semaines plus tôt, elle avait disparu après être partie s'acheter des cigarettes. Après autant de temps, les experts du FBI avaient peu d'espoir de trouver un indice, mais ils eurent la chance de découvrir une seule et unique fibre rouge dans les cheveux de la victime. Dans la même semaine, le 12 novembre, un autre comté fut le théâtre d'un meurtre similaire. Un corps avait été découvert sur la pente d'un ravin, près du chemin North Orient à Tampa. Terry et Baker arrivèrent sur les lieux pour découvrir le corps d'une autre jeune femme blanche, vêtue uniquement de chaussettes. Elle avait le visage contre terre. En retournant son corps, ils constatèrent qu'elle avait été sauvagement battue. Son visage était couvert de sang. Elle avait lutté contre son agresseur. Il y avait également des traces de liens sur son cou, ses 2 poignets et ses chevilles. Près du corps, les policiers découvrirent ses vêtements, mais aucune trace de corde. Les détectives Baker et Cribb remarquèrent tout de suite des fibres rouges sur le pantalon. Dans les poches se trouvait son permis de conduire. Kim Mary Swan avait 21 ans et étudiait à temps partiel. Elle payait ses études en travaillant comme danseuse érotique. Elle avait été vue pour la dernière fois alors qu'elle quittait une épicerie l'après-midi précédent. Le meurtrier semblait s'être garé le long de la route et avoir jeté le corps hors de sa voiture. Il y avait de faibles traces de pneus dans l'herbe. Les experts ne tarderaient pas à démontrer qu'elle concordait avec celle des scènes précédentes. Le tueur accélérait de plus en plus la cadence. Le nombre de victimes s'élevait maintenant à 8. Terry et Baker rencontrèrent le détective qui était parvenu à remonter la piste jusqu'à Wayne Williams, un tueur en série qui avait fait 27 victimes.
On ne pouvait pas parler de l'affaire dans les médias. Nous avions 10, 15, 20 cadavres et aucun suspect. Que pouvions-nous faire? C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. C'était le laboratoire du FBI à Washington. On nous annonçait qu'on avait découvert que les fibres qu'on leur avait soumises suite à un cas de viol étaient identiques aux fibres précédentes. Le cas de viol était celui de la jeune Lisa McVeigh qui s'était produit la semaine précédente. Les agents de police de Tampa s'étaient empressés d'envoyer au FBI les vêtements de la victime et les analystes avaient retrouvé les fibres caractéristiques sur son chandail. C'était l'occasion qu'ils attendaient. Terry retourna immédiatement à Tampa. Il forma une escouade de détectives des services de police de Hillsborough, de Pasco et de Tampa, en plus d'agents de la police de l'État et du FBI. Il les sépara ensuite en équipes et leur confia à chacune une tâche. Une chasse à l'homme fut organisée. Les voitures de patrouille ratissaient le nord de Tampa. Grâce aux informations fournies par Lisa McVeigh, ils se mirent à la recherche de l'appartement du violeur et de sa voiture de marque Dodge Magnum. Peut-être que le fait de combiner toutes ces ressources leur permettrait enfin de retrouver le suspect. Comme l'auteur du crime avait utilisé un guichet automatique, une équipe de détectives obtint l'autorisation d'examiner tous les relevés des guichets de la ville pour cette journée du 4 novembre. Une autre équipe obtint une liste de tous les propriétaires de Dodge Magnum de Hillsborough County. Il y en avait presque 500. Il ne restait plus qu'à comparer les noms qui figuraient sur la liste des utilisateurs du guichet automatique à celle des propriétaires de Magnum. En regardant les deux listes, un nom nous a sauté aux yeux. Il s'agissait d'un certain Robert Joe Long. Ce dernier avait retiré de l'argent aux petites heures du matin et il possédait une Dodge Magnum. De plus, plus tôt le même jour, une autre équipe de détectives avait repéré une voiture rouge, une Dodge Magnum sur Nebraska Avenue, le terrain de prédilection du tueur. Les détectives arrêtèrent le conducteur. Ils l'informèrent qu'ils étaient à la recherche d'un cambrioleur. Le nom sur le permis de conduire de l'individu était Robert Joe Long. Un rapport fut établi et on photographia le suspect. Ce dernier était coopératif, mais il refusa cependant que sa voiture soit fouillée. Quand ils ont procédé à l'arrestation, ils ont immédiatement appelé les quartiers généraux de l'escouade. Nous leur avons dit de suivre le véhicule jusqu'à ce que nous mettions sur pied une équipe de surveillance. Nous avons alors réuni une série de photos judiciaires que nous avons montrées à Lisa. Elle les a regardées et a dit « C'est lui qui m'a enlevé ». Elle pointait du doigt la photo de Robert Joe Long. Le lieutenant Terry avait enfin un suspect. Il ne fallait cependant pas tout risquer en procédant trop rapidement à une arrestation. D'abord, il faudrait obtenir des mandats de perquisition, puis organiser les équipes. Afin de s'assurer qu'il ne commettrait pas de nouveaux meurtres, le suspect fut surveillé 24 heures sur 24 par des patrouilleurs à bord de voitures banalisées. Se rendait-il compte qu'il était suivi? Robert Joe Long semblait afficher une certaine nervosité. Il jeta divers objets aux ordures. Heureusement, les agents étaient là pour les recueillir. Il se rendit dans une station-service passer l'aspirateur dans sa voiture. Les policiers récupérèrent l'appareil après son départ. Il parvint ainsi à retrouver les indices que Long avait tenté de détruire. Les détectives avaient pourchassé un fantôme pendant des mois. Ils n'allaient pas laisser filer ce suspect. Moins de 24 heures après que la jeune Lisa McVeigh eut identifié Robert Joe Long, le plan d'arrestation était au point. L'escouade passa à l'attaque. Des détectives l'avaient suivi jusqu'à un cinéma. Pendant la séance, des agents en civil le surveillaient. Long ne semblait pas se rendre compte qu'il était cerné. Nous étions dans le bureau que nous avions installé au quartier général des opérations et tout allait pour le mieux.
Une équipe de surveillance se trouvait au cinéma. Une autre équipe surveillait sa voiture. Puis, un doute s'est insinué dans mon esprit. Étions-nous sûrs que c'était bien l'individu que nous cherchions depuis 8 mois? Était-ce bien lui qui avait tué toutes ces femmes? Nous avons alors demandé à l'équipe qui se trouvait à l'extérieur du cinéma de se rendre jusqu'à la voiture du suspect et de noter la marque des pneus de l'auto. Un des agents nous a rappelés et nous a dit que la voiture était équipée de pneus Goodyear Viva, les flancs noirs à l'extérieur. Il nous a également dit qu'un des pneus semblait être de marque Vogue. Dès qu'il a dit ça, nous savions que nous étions sur la bonne piste. Nous avons roulé à côté du véhicule et nous avons aperçu le pneu Vogue décrit dans le dossier. Nous avons ensuite vu le siège inclinable et la moquette rouge. Nous avons tout de suite su que nous avions trouvé le coupable. Terry donna l'ordre de procéder à l'arrestation du suspect. Les détectives suivirent Long à sa sortie du théâtre. Ils ne le quittèrent pas d'une semaine. Les agents ignoraient si le suspect était armé. Dès qu'il s'approcha de sa voiture, ils se jetèrent sur lui. Ce dernier ne montra aucune résistance. Il était au sol lorsque je me suis approché de lui. Je lui ai montré mon insigne et je me suis identifié. Je l'ai informé qu'il était en état d'arrestation. Les détectives firent remorquer la voiture de Long au garage de la police de Hillsborough County. Steve Cribb découpa un morceau de la moquette et le remit immédiatement à un expert en micro-indices du FBI qui était venu spécialement de Washington. Pendant ce temps, Randy Latimer et d'autres membres de l'escouade questionnèrent Robert Joe Long. Ce dernier n'avait pas cru bon de recourir au service d'un avocat. Il s'était préparé à cette rencontre et avait consulté les experts du service des études comportementales du FBI afin de savoir comment mener leur interrogatoire. Le plan d'attaque était de commencer par parler du cas de Lisa McVeigh. Long passa immédiatement aux aveux. Après qu'il ait admis l'enlèvement et le viol de Lisa McVeigh, nous avons parlé des raisons qui l'avaient poussé à la laisser aller. Puis j'ai commencé à lui poser des questions sur les prostituées. Je lui ai demandé s'il lui arrivait de faire appel à leur service. Il m'a dit qu'il l'avait fait à Miami. Je lui ai alors demandé s'il l'avait fait ici, et il m'a répondu que c'était peut-être arrivé. Ils ont alors commencé à parler des meurtres. Au début, il a tout nié. Pendant l'interrogatoire, l'expert du FBI analysait la moquette de la voiture de Long. Il compara l'échantillon recueilli aux fibres retrouvées sur les scènes de crime. L'heure de vérité était enfin venue. Dès que l'expert du FBI a placé les échantillons sous le microscope, il nous a appelés et nous a dit « ça y est, les fibres de la moquette sont identiques à celles qui ont été recueillies sur les victimes ». Terry en informa Latimer qui en fit part au suspect, Robert Joe Long. Il lui expliqua les implications d'une telle découverte. Il le mit aussi au courant des cheveux qui avaient été découverts sur une des scènes de crime et du pneu de marque Vogue. Ils étaient sur sa piste depuis le second meurtre. Les preuves étaient accablantes. Il a regardé vers le sol et il a dit « Oui, c'est moi qui l'ai fait ». Je lui ai demandé « Qui a fait quoi ?» Il m'a répondu « Je les ai tués ». « Tué qui ?» Il m'a dit « J'ai tué toutes ces filles, celles des journaux ». Ensuite, nous avons parlé de chacun des meurtres. Les aveux de Long furent enregistrés. L'interrogatoire dura 5h30. Robert Long n'a manifesté aucune émotion, aucun remords. C'était comme si nous avions eu une conversation anodine. Vers la fin, je ne me rappelle plus si c'est moi ou mon collègue Bob Price, mais on lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Et il a répondu que c'était son secret et qu'il l'emmènerait dans la tombe avec lui.
Pendant l'interrogatoire, Long mentionna qu'il avait commis un 9e meurtre. Grâce à ces informations, les détectives retrouvèrent les restes de la victime. Des fibres rouges furent à nouveau recueillies. La victime fut identifiée grâce à son dossier dentaire. Il s'agissait de Vicky Elliott, une serveuse de 21 ans. Long aida également à l'identification de la 6e victime, dont le corps avait été découvert le jour de l'Halloween. Dans le milieu, Kimberly Hobbs, 22 ans, était connue sous le nom de Sugar. La dernière fois qu'elle avait été vue, elle montait à bord d'un Chrysler Cordoba de couleur marron, mais on croit qu'il s'agissait plutôt de la Dodge Magnum de Long. Plus tard, le jour de l'arrestation, Terry organisa une conférence de presse. Les journalistes croyaient tous que les policiers allaient leur annoncer la découverte d'une autre victime. Ils furent très surpris d'apprendre que le suspect avait été arrêté. Bobby Joe Long, and he's presently been charged with 10 homicides that have occurred over the course of the past 6 months within Hillsborough County, Pasco County, and the city of Tampa. He was arrested without incident and has subsequently confessed to several of the homicides under investigation. Do you have evidence for all the homicides? Yes, sir. Open 5. Dans les jours qui suivirent, les détectives de Hillsborough apprirent qu'ils n'étaient pas les seuls à suivre la piste de Long, même si tout le monde ignorait son identité. Charles Troy, un des membres de l'escouade et détective du service de police de Pasco, fit une découverte inattendue. Long correspondait à la description d'un individu qui avait violé une femme de son comté quelques mois plus tôt. Troy fouilla l'appartement de Long à la recherche d'indices. Il découvrit un album de photos de femmes nues, notamment la photo de la femme violée. En prison, Long parlait ouvertement de ses crimes. Il s'en vantait même. Les détectives découvrirent également des vêtements et des bijoux appartenant aux autres victimes de Robert Joe Long. Il n'est pas rare que les tueurs en série photographient leurs victimes ou leur prennent un quelconque trophée. La police découvrit bientôt comment il s'y prenait. Il dépouillait les annonces classées dans les journaux. Il prétendait vouloir s'acheter un lit ou d'autres meubles. Lorsque les femmes le laissaient entrer chez elles, il les violait brutalement. Il n'avait jamais été arrêté. On estime que Long a violé 50 femmes en Floride entre 1970 et 1980. Cette enquête a beaucoup appris aux détectives qui étaient sur la piste de Long. Cela nous a montré à quel point les micro-indices sont importants, ainsi que la collaboration dans le laboratoire judiciaire. Il ne faut jamais baisser les bras. On ne peut rien bâcler. Il faut prendre son temps et être le plus méticuleux possible. Souvent, la réponse est sous nos yeux. La moindre parcelle, la plus petite pièce d'information peut constituer la preuve qui nous permettra de dénouer toute l'énigme. Les détectives étaient sur le point de partir pour le week-end de l'Action de grâce. Ils croyaient que tous ces meurtres étaient enfin chose du passé. Ils entreposèrent les boîtes de preuves en espérant que leur vie reprendrait enfin son cours normal. Mais ils n'étaient pas encore au bout de leur peine. Le jeudi du week-end de l'Action de grâce, un couple qui se promenait découvrit un crâne, des ossements, des vêtements ainsi que des morceaux de corde, dont une qui semblait avoir servi de laisse. Je crois qu'il aimait voir souffrir. Il aimait la torture et le contrôle qu'il exerçait sur ses victimes. On pouvait s'en rendre compte dès les premiers meurtres. Il leur mettait une laisse autour du cou et les étranglait jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. Lorsqu'elles reprenaient conscience, il était encore là, assis sur elles, à les violer et à les torturer. C'est comme ça que Long prenait son plaisir. Pour lui, tuer n'était qu'une façon de se débarrasser d'un témoin gênant. Il le faisait à froid, sans scrupule ni émotion. Un dentiste judiciaire parvint à identifier la victime. C'est alors que Long avoua. Elle s'appelait Artis Ann Wick. Elle avait 18 ans et prévoyait se marier sous peu. Elle avait disparu d'une rue de Tampa le 27 mars, soit 8 mois plus tôt. Ironie du sort, il s'agissait de la première victime de Long et elle serait la dernière à être découverte. Avec elle, le nombre de victimes s'élevait maintenant à 10, mais Terry est convaincu qu'il y en avait davantage.
Je crois qu'il a tué d'autres femmes, d'autres personnes, mais j'ignore si nous les découvrirons un jour. Robert Joe Long ne fut jamais accusé pour ses nombreux viols, entre autres à cause du trop long délai entre ses crimes et le moment où il fut arrêté. Il fut cependant condamné à 6 peines d'emprisonnement à vie, en plus des 693 ans pour les agressions commises en 1984 et 85. Pour les meurtres de Hillsborough et le viol de Lisa McVeigh, il fut condamné à 33 peines d'emprisonnement à vie additionnelles. De plus, il fut condamné à mort pour les meurtres de Virginia Johnson et Michelle Sims. Après avoir reçu sa sentence, Long quitta la cour en sifflotant. Long était une machine à tuer. Il était devenu très efficace, très expérimenté. Si un jour Robert Joe Long était à nouveau en liberté, il n'y aurait qu'à suivre sa piste en identifiant les cadavres derrière lui, parce qu'il le ferait à nouveau, c'est sûr. Tuer lui donnait du plaisir. Long attend présentement son exécution en Floride. Aucune date n'a encore été fixée.